soir, dans After Business, on découvre la phase B d'un chef d'entreprise. Qu'est-ce qui lui donne envie d'entreprendre? Qu'est-ce qui le motive? Qu'est-ce qui l'inspire? Eh bien, ce soir, je reçois Alexis de Gemini. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général France de Deezer. Avant la musique, vous avez été un homme de télé. On va y revenir dans quelques instants. Mais vous êtes aussi un artiste peintre. Un artiste peintre, un artiste musicien aussi. Oui, écoutez, dans ma vie, j'ai besoin de trouver un équilibre entre le business, les enfants, la famille et puis la créativité. C'est mon jardin secret. Donc effectivement, je fais de la peinture depuis 25 ans, de la musique depuis autant. Et dès que je peux, je vole un peu de temps dans les voyages, le week-end, la nuit pour créer. Alors justement, vous êtes un passionné de musique. Vous avez créé M6 Music. Vous avez aussi créé la première télé-réalité en France, Loft Story, puis Popstar, Nouvelle Star, Bachelor, Pékin Express. A priori, rien ne vous prédestinait à une telle carrière dans ce domaine-là après HEC et Columbia. Vous vouliez être banquier d'affaires, je crois. Oui, alors ça, c'était les rêves d'enfant. Et puis, après avoir fait ses études et travaillé à New York, et un peu accompli mon rêve en travaillant dans la finance à New York, j'ai vite compris que la finance n'était pas tout dans ma vie, que ma grande passion, c'était les médias. Et quitte à beaucoup travailler et à être très investi dans mon travail, autant faire un truc qui me passionne. Qu'est-ce qui vous plaisait dans les médias? Oh, écoutez, j'ai grandi dedans depuis tout petit. J'ai commencé, j'avais 12-13 ans, je faisais de la radio sur France Inter avec William Lémergie, parce que ma mère était l'assistante du producteur de l'émission. Dès qu'il manquait quelqu'un, on m'invitait en dernière minute. Et puis j'ai grandi dans un environnement de communication et de médias. J'ai grandi aussi en regardant beaucoup la télé et c'est quelque chose qui me fascinait. Donc en rentrant de New York, plutôt que de continuer dans la finance, j'ai un peu tout recommencé à zéro. Et vous avez choisi la passion, quoi. Voilà, exactement. J'ai rencontré Thierry Ardisson à l'époque, qui était quelqu'un qui m'inspirait beaucoup, notamment en tant que producteur, mais aussi éditeur de presse. Je l'ai rejoint, on a bossé ensemble quelques années. Puis après, M6 m'a tendu la main. Emmanuel Chin était un peu mon parrain. Il m'a proposé de rejoindre M6. Et là, j'ai commencé une aventure incroyable. Et je pensais pas, enfin, vous imaginez bien, faire le story, faire Pékin Express, c'était pas dans un plan de carrière. C'est la vie qui vous offre ces opportunités. Puis je me les suis créées aussi. Mais alors, pionnier de la télé-réalité en France, le Loft, vous aviez à peine 30 ans. Oui. Comment vous l'avez vécu, ça ? Ah, très très bien, c'était tout à fait exaltant. D'abord parce que c'était un projet ultra créatif. On me proposait, on me donnait les clés d'une émission 24 heures sur 24 sur TPS à l'époque, avec une quotidienne de 30 minutes en access et puis un prime time hebdomadaire, de faire voter des centaines de milliers, voire des millions de gens, de faire un casting et de réunir tous ces gens dans un environnement clos, filmé 24 heures sur 24. J'ai adoré, c'est une sorte de création contemporaine au jour le jour. Quand je racontais ça, les gens me croyaient pas, mais c'est ce que j'ai vécu. Et puis il fallait beaucoup de temps et de présence parce que j'étais tous les jours à la Plaine Saint-Denis, toutes les nuits je vérifiais et je suivais avec mes équipes ce qui se passait. Donc heureusement que j'étais jeune et pas encore avec plusieurs enfants, parce que là on n'a pas de vie. Pendant 6 mois je n'ai fait que manger, vivre et dormir Loft Story. En plus au bout de 4-5 jours c'est parti un petit peu en live, c'est le cas de le dire. Il a fallu gérer une communication de crise parce qu'M6 a été très très attaqué. 4 couvertures du monde avec des fils de fer barbelés, le CSA, Dominique Baudis qui a voulu arrêter l'émission, mais qui a aussi été à notre écoute. Enfin bref, des aventures de dingue quand on a à peine 30 ans. C'est fou. C'est fou. C'est complètement dingue. Et que tout d'un coup, il y a 1 million de personnes sur les Champs-Élysées quand Loana fait sa descente le 11 juillet. Imaginez-vous. Enfin, c'était la Coupe du Monde de football avant la Coupe du Monde de football. C'est vrai. Voilà, donc je remercie ceux qui m'ont fait confiance à l'époque, Nicolas de Taverneau. Et alors, vous avez vécu toutes ces expériences et pour autant, après, vous quittez M6 et vous allez ensuite chez Lagardère pour produire des séries. Oui. Là, on passe un peu du tout au tout. Oui et non, enfin, c'est-à-dire que moi j'ai un moteur dans la vie, c'est l'apprentissage, c'est d'apprendre des choses. Je suis pas très bon dans la gestion de mes acquis, mais je suis mu par la curiosité, donc j'étais quand même un expert français et mondial de la télé-réalité de divertissement, parce que j'ai aussi lancé toutes les télé-réalités de musique, le nouveau jeu d'aventure d'M6, Pékin Express, j'avais fait 2 fois 10 000 kilomètres, traversé la Russie, la Chine, l'Inde, vécu des aventures pas piquées des vers, et quand Arnaud Lagardère, Didier Quio à l'époque m'ont proposé de les rejoindre, je me suis dit que je pouvais apprendre un autre métier de mon métier d'homme de télévision, qui était les séries, la fiction, dont je sentais qu'elles allaient reprendre le dessus sur la télé-réalité, qui avait été un peu le pis-aller. C'était un peu les séries en moins bien et en moins cher, même si elles avaient beaucoup de succès. Et donc j'ai eu la chance de rejoindre Jean-Pierre Guérin, Serge Moati, Jérôme Bellet, et de faire avec eux de la télévision différente, donc des grandes séries, Mafiosa, Napoléon, et puis aussi du
magazine d'info avec C'est dans l'air. Et c'était voilà pour moi la continuité d'un apprentissage, parce que je pense que la vie, voilà, c'est d'apprendre, en tout cas pour moi. Et vous vous lassez vite, généralement? Non, je me lasse pas, mais je travaille trop. Souvent, quand j'aime, je ne compte pas. Donc, j'ai fait 450 prime time pour M6 en 10 ans. Ça fait 45 par an, ça fait 1 par semaine. Vous imaginez le rythme. J'avais peut-être aussi un peu besoin de souffler. Et le rythme des séries est plus calme que le rythme des émissions de divertissement en direct. Parce que pendant ces 10 ans, justement, vous avez été hyper actif, surexposé. Vous avez craqué d'épuisement à un moment? À un moment, j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out en 2007-2008, où je pense que j'avais le contre-coup de mes années M6, de quitter la chaîne, qui est toujours, qui a été pour moi difficile parce que j'y avais beaucoup d'attaches et ce sont des expériences qui transforment. Enfin, travailler dans les médias sont à la fois des petites entreprises, mais qui ont une puissance médiatique par nature très forte. J'ai été surexposé, très attaqué, très critiqué. J'ai défendu M6 bec et ongles pendant 10 ans. Je pense que je l'ai fait avec beaucoup de joie, beaucoup d'énergie, mais je me suis aussi vidé sans m'en apercevoir. Lagardère, après, est une aventure plus difficile parce que j'avais une responsabilité très corporate à très haut niveau, avec beaucoup plus d'enjeux politiques autour de moi. Et je dirais que la somme des deux a fait qu'à un moment, j'ai eu un coup de fatigue. Et j'ai eu un moment où effectivement, le monde de la télévision est très dur. D'ailleurs, quand j'ai eu ce moment difficile, beaucoup de gens que je connaissais beaucoup bien, qui m'étaient très proches, ont disparu de ma vie. Ça a été le grand vide. Et en même temps, c'est merveilleux parce que là, on sait ce qui reste. Voilà. Et puis, on se remet en question. Et je suis reparti pour un tour. Et ça m'a emmené en Chine. Et je suis allé faire de la télévision pour la télévision chinoise. Vous avez effectivement exporté le modèle de la télé-réalité en Chine. Beauty Academy. Alors, exporter, ce serait prétentieux de le dire. Elle existait déjà. Mais j'ai créé un format de télé pour la télévision chinoise qui avait envie d'utiliser mon expertise française et américaine, parce que j'ai produit le Bachelor aux États-Unis aussi. Je suis le seul Français à avoir fait de la télé aux US pour ABC. Et puis en Chine, voilà, je me suis installé pendant 4 ans. J'ai fait de la télé pour eux en mandarin, auteur, réalisateur, producteur. Et je suis devenu réalisateur. Donc j'ai vraiment pu accomplir mon rêve, c'est-à-dire vraiment tout faire sur un programme de télé de A jusqu'à Z. C'est clair. Et alors maintenant, vous avez bifurqué depuis quelques années, 3 ans. 4 ans maintenant, je suis même dans ma 5e année chez Deezer. Vous êtes chez Deezer, oui. dans le digital. Oui. C'est quoi vos ambitions maintenant aujourd'hui? D'abord, il y a un lien très logique, c'est que comme j'ai dirigé toutes les activités de musique d'M6 pendant 10 ans, même si on parle du loft, etc., je produisais aussi Fréquence Star, Hit Machine, les clips. Donc la musique, c'est ma passion et je connais très très bien. Mais vous avez dit, j'y suis allée avec humilité. Oui, bien sûr, parce qu'en revanche, je suis un homme de télévision chevronné, mais j'étais un jeune débutant du digital, même si toutes les émissions que j'ai évidemment produites avaient des écosystèmes digitaux. Diriger une entreprise de la French Tech, c'est quand même très différent. Je suis arrivé, il y a 400 personnes dont les métiers, pour certains, je les connaissais pas. Alors, moi, je dirige la France, je dirige pas tout Deezer, donc je dirige pas ces 400 personnes, mais je travaille avec elles au quotidien. Et c'est vrai que, oui, de l'humilité, parce que j'ai appris un nouveau métier à 45 ans, 44, et c'est une grande joie, une grande opportunité qu'on m'a donnée. Et pour l'instant, écoutez, j'ai doublé la taille de Deezer en France depuis 4 ans, donc j'ai fait mon boulot. Et c'est quoi vos ambitions personnelles aujourd'hui? Mon ambition personnelle, c'est d'élever mes 3 filles correctement. C'est mon ambition numéro 1. Numéro 2, c'est de développer Deezer parce qu'on est une boîte française dans une concurrence anglo-saxonne très féroce. Et donc, vis-à-vis de mes collaborateurs, de l'entreprise, de mes boss, j'ai envie de faire le boulot correctement. J'ai un combat qui est passionnant, c'est que je vais essayer de faire bouger les lignes dans la rémunération du streaming. Parce que, je ne vais pas faire trop long, mais en gros, les revenus du streaming aujourd'hui sont distribués aux producteurs, aux éditeurs sur la base des parts de marché des chansons. Et certains artistes ne s'y retrouvent pas. Je voudrais faire évoluer le système. Donc j'ai aussi un peu un combat culturel et personnel qui peut s'inscrire dans mon combat business. Donc j'essaye d'avoir du sens dans ce que je fais, pas juste vendre des abonnements, même si à la fin du mois, c'est pour ça qu'on me paye. C'est sûr. Merci beaucoup Alexis de Gemini. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le directeur général France de Deezer. On s'intéresse maintenant à la transition énergétique. C'est parti pour Green Reflex.